Assalamu alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par la réponse de l'agence Presse Service, APS, qui s'est chargée dans un saillie particulièrement aigre de répondre aux médias et aux autres sources qui ont supputé le report de la présidentielle de décembre 2024. La présidentielle aura bien lieu en temps et en heure si on en croit l'APS. Au-delà de cette info, le langage utilisé est inidé, pour ne pas dire choquant. Sous le titre « Messieurs de Marzen, tournez votre regard vers votre palais et votre roi ». L'APS s'est fondue à une réponse qui ne répond nullement à une dépêche d'une agence de presse publique. L'Algérie nouvelle ne cesse de nous étonner dans sa déliquescence et sa médiocrité. Les nations vivent des crises cycliques, se remettent en cause et rebondissent. Quant à nous, tout va bien, monsieur Tebboune. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, c'est monsieur Tebboune qui a déclaré auparavant que l'Algérie nouvelle est une Quwa Dhariba, une force de frappe. Jamais l'Algérie n'a été aussi exposée à une déliquescence de l'État et de ses institutions que par ce régime. Les médias algériens ont abandonné toute éthique journalistique, une presse aux ordres. Que reste-t-il donc du champ médiatique dans notre pays? Un marécage boueux dans lequel pataugent des agents de propagande aux ordres, soumis, obséquieux et médiocres. Avec la prétendue Algérie nouvelle plutôt qu'à une recomposition, nous assistons à une décomposition d'un système politique archaïque et désuet. La clochardisation de la société et la déliquescence de l'État est au cœur de cette Algérie nouvelle. Rien ne fonctionne dans cette Algérie nouvelle, même notre économie est à l'arrêt. Rien n'encourage les investisseurs étrangers à investir chez nous, puisque le dernier rapport sur les indices des libertés économiques classe l'Algérie parmi les derniers pays dans une zone rouge. L'Algérie classée 164e place sur 176 pays. Selon le think tank Héritage, auteur du rapport La liberté économique est le droit fondamental de tout être humain à contrôler son travail et ses biens. Dans une société économiquement libre, les individus peuvent travailler, produire, consommer et investir comme bon leur semble. De leur côté, les gouvernements permettent à la main-d'œuvre, aux capitaux et aux biens de circuler librement tout en s'abstenant de toute coercition ou contrainte à la liberté au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la liberté elle-même. Nous terminerons l'actualité algérienne avec la dernière sortie du chef d'état-major Saïd Chinguilia, effectuant une visite au Rwanda, pays aux prises avec la République démocratique du Congo, dans un contexte de haute tension dans la région des Grands Lacs. Le chef d'état-major Saïd Chinguilia a réussi la prouesse de s'attirer la colère de Kinshasa et d'allonger la liste bien fournie des ennemis de l'Algérie dans le monde. Le RDC, la République démocratique du Congo, par la voix de Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a ainsi convoqué d'urgence l'ambassadeur d'Algérie à Kinshasa, Mohamed Yazid Bouzid. Motif, demander des explications quant à la visite effectuée une semaine auparavant par le chef de l'armée algérienne à Kigali, capitale du Rwanda, ennemi juré de la République du Congo. S'il est un exercice dans lequel l'Algérie nouvelle du duo Tebboune-Chinguilia excelle, et presque naturellement, c'est l'art de se faire détester partout, le monde. Jamais la diplomatie algérienne n'a connu autant d'instabilité comme sous le duo Tebboune-Chinguilia. Le pouvoir algérien inquiète au plus haut niveau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Jamais l'Algérie n'a été aussi exposée à une déliquescence de l'État et de ses institutions que par ce régime. Nous débattrons de toute cette actualité juste après cette petite intro. Donc, comme chaque samedi, on va revenir sur l'actualité qui a marqué, donc les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine.
On va revenir sur trois titres, bien sûr. Le report de la présidentielle et la réponse choquante de l'APS. Donc, sera notre premier sujet. Aussi, indice de liberté économique, l'Algérie mal classée. On terminera donc cette émission avec la sortie de Shingriha. Shingriha a-t-il provoqué une crise diplomatique avec le Congo? J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, qui est journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Nassar, bonsoir aux téléspectateurs de Maralibia et à tout le monde. Marhaba bik, c'est Hicham. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington, via Skype aussi. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Le plaisir est pour moi. Merci, c'est Nassar. Mais comme d'habitude, bienvenue à Hicham, bienvenue à tous vos téléspectateurs. Marhaba bik, Hamid Lellou. Et on aura d'Alger aussi Montassar Abdouroun, qui est écrivain, journaliste et historien. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. Il est avec nous, on est en train de me dire. Montassar Abdouroun, marhaba bik, bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, merci à vous. Merci, barakallahu fik. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, beaucoup de réactions par rapport donc à cet article qui est apparu dans l'APS, par rapport bien sûr à ce qui a été dit par rapport donc à cette présidentielle, élection présidentielle de 2024, donc décembre 2024. On va écouter ce petit passage de l'ENTV, donc cette petite vidéo, et j'aimerais avoir votre réaction juste après. بكل وقاحة تبذل آلة المخزن الدعائية قصارى جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية، وكانت بداية ذلك حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية على يد كليب مخزني صهيوني بباريس، ليتطور الأمر على مستوى بعض المحطات الإذاعية الفرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها للمخزن منذ فترة طويلة. نصيحة ودية لأتباع المخزن، نضيف المصدر، التفوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية، لأن الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. Hicham Aboud, comment peut-on qualifier donc cet article qui a été publié par l'APS? Rappelons que l'APS donc est une agence de presse étatique. Et quand on lit le titre, bien sûr, vous avez entendu ce petit reportage de l'NTV par rapport donc à cet article de l'APS. Trois paragraphes. Messieurs du Makhzen, tournez votre regard vers votre palais et votre roi. Cela a commencé par le caniche marzino-sioniste de Paris et se développe au niveau de certaines radios françaises. Et là, on parle bien sûr de RFI, dont la reconnaissance du ventre et du bas-ventre au Makhzen est avérée depuis longtemps. Donc, les élections auront lieu en temps tel que prévu par la Constitution, et ce, par respect par la Constitution et pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté, donc à bon entendeur, salut. Hicham Aboud. Mon cher ami, permets-moi de ne pas commenter 4 phrases écrites par Kamel Saïd, le directeur général de la communication à la présidence, et qui n'a pas eu le courage de les signer. Il les publie dans une agence de presse censée donner de l'information. Le message s'adresse à Abdou Sammar, qui a répondu en son temps. Donc, je n'ai pas à commenter cela. Voilà. Hicham Aboud, je sais qu'il y a beaucoup aussi d'actualités dont vous avez parlé vous-même dans votre chaîne, mais quand on voit ce niveau, Hicham Aboud, on ne va pas parler bien sûr de mais le contenu, le niveau que notre presse, la presse algérienne, et là on parle de l'APS, donc une agence étatique, ce niveau-là, comment peut-on le qualifier? Est-ce qu'on a vu auparavant donc un niveau pareil de notre presse ou de nos médias en Algérie, Hicham Aboud?
il n'y a plus de médias en Algérie, il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de chaînes de télévision. Tout est contrôlé par les différents services de sécurité. Par exemple, là, quand on voit dans cet article une attaque contre Abdou Sammar, sachant que Abdou Sammar est le plus grand, c'est la voix de son maître, c'est la voix de la DGDSE, la Direction générale de la promotion de la sécurité. Jamais Djibal Mehna n'a eu autant d'éloges comme il l'a eu sous la plume de Abdou Sammar dans Maghreb Intelligence, où il signe sous le pseudonyme de l'IS L'Aribi. Donc, on ne va pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de presse en Algérie. Le jour où il y aura une presse, on en parlera. Très bien. Je préfère parler d'autre chose. Je cède la parole aux deux invités que je salue au passage. Montassar Abtroun, je rappelle donc vous êtes écrivain, journaliste et historien. Montassar Abtroun, comment peut-on qualifier donc ce niveau de l'APS, cet article qui a été publié donc par l'APS, que beaucoup, bien sûr, de journalistes ont été choqués par ce langage. Votre réaction? Réaction, et l'APS n'est pas à sa première bévue. C'est pas journalistique, c'est pas de l'information, c'est de la menace. Même les Algériens sont intrigués. On ne comprend pas ce qui se passe. Je pense que c'est l'APS qui sert le Makhzen. Si Makhzen a réellement des dessins sur cette histoire des élections qui vont ou ne vont pas avoir lieu. C'est incompréhensible, c'est pas un comportement de presse. Et effectivement, je peux confirmer qu'avec ou sans ça, on vit dans une Algérie aujourd'hui où il est impossible de pratiquer ou d'exercer un métier qui s'appelle le journalisme, avec toutes ce niveau, il est d'une bassesse. Je n'ai jamais vu une agence de presse menacée, retourner, etc. Il n'y a pas d'information à l'intérieur. Et en même temps, c'est pour dire qu'une information, ils prétendent qu'elle est fausse, mais déjà avoir la manière, utiliser les termes de chien sioniste, je ne pense pas que... Et pourtant, Montassar Abtroun, le débat il a été lancé d'abord en Algérie. Si les radios, bien sûr, parlent des radios françaises, et là on parle de RFI, donc qui a parlé de cette affaire, mais le débat a commencé en Algérie. Même les déclarations de Bengrina, on en a fait des émissions par rapport aux dernières déclarations de Bengrina qui mettaient en cause et doutaient aussi de cette tenue de cette élection, la tenue de cette élection présidentielle. On avait entendu aussi la réaction même de Louisa Hennoun, parler qu'on ne peut pas avoir d'élection présidentielle dans un contexte pareil en termes de liberté aussi et l'ouverture du champ médiatique. Elle a mentionné donc ces principes. Aussi la dernière sortie de Abdelrazak Moukri, l'ancien donc président de Hams, qui avait parlé d'un éventuel report de ces élections. Donc le débat était déjà en Algérie. Montassar Abtroun. Je vous rappelle que ce débat, juste après le Hirak, c'était le cas des mêmes personnes qui ont parlé de report, de prolongation, etc. Ce que je sais, c'est que l'expression est interdite. Les espaces d'expression sont canalisés par un seul discours, celui qu'on entend, celui que le pouvoir veut nous faire entendre, et je ne dirais pas l'opposition. Tout ce qui est différent ne risque pas de passer, y compris moi j'étais victime on ne peut même pas parler de Gaza, quoique le pouvoir en parle et notre position elle est bonne. C'est-à-dire qu'il y a un bloc de thèmes, d'orientation. Je ne sais pas s'il y a Bouddha a donné un nom, je ne sais pas s'il y a une cellule. Il y a une orientation à la Brie Genève, si ce n'est pire, pour parler de certains sujets, et tout est canalisé vers la glorification, voire la sacralisation du président, lui préparant
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'un deuxième mandat, que j'appellerais sixième mandat de Bouteflika. Voilà, pour moi, tout est. Et à partir de là, rien ne bouge. Tout va dans ce sens, que ce soit dans la presse, que ce soit dans l'économie. Maintenant, concernant les chiffres et l'économie, les Algériens sont. Ben voilà, l'Algérie nouvelle. Cette Algérie nouvelle, on l'a jamais compris. Je rappelle que le thème Algérie nouvelle vague, c'est un thème qui est venu avec le général de Gaulle quand les élections de 58, la nouvelle constitution. Quand on voit maintenant, je trouve l'Algérie nouvelle, et c'est presque les mêmes slogans. Voilà, c'est décevant, ça rabaisse. C'est-à-dire, on n'est pas dans un niveau de débat, de communication. Voilà, le pouvoir dit aujourd'hui, je suis là, par exemple, on va essayer si quelqu'un ne leur plaît pas, on lui colle un truc, une étiquette, voilà Mac, voilà Rachad, voilà ceci, voilà cela, et puis, c'est-à-dire, on est obligé de suivre maintenant et dire que le Mac et Rachad sont des organisations terroristes. Moi, qui n'est ni Mac, ni Rachad, c'est des organisations. Je ne suis pas d'accord, surtout avec le MAC, mais ce n'est pas une organisation de terroristes et presque on n'a pas le droit de le dire. On doit suivre le troupeau et suivre, comme dit Ait Mengelet, le troupeau de moutons, guidé par cette voie de l'APS. Très bien. Restez avec nous, Montasser Abdouroun. On va juste passer la parole à Hamid Lellou. Restez avec nous. Bien sûr, on va écouter ce VTR donc, par rapport donc, à l'info qui a été donnée aussi ou relayée aussi par Radio RFI. Et je reviens juste après donc, ce VTR. Le climat politique reste incertain et les médias algériens n'évoquent pas le sujet. Pas de date précise pour le scrutin et le pouvoir algérien entretient le flou sur ces élections. Il n'y a ni débat ni déclaration. C'est comme si le sujet relevait du tabou dénoncé il y a quelques semaines Zubaida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès. Récemment, ce sont les déclarations de Abdelkader Ben Grina, président du mouvement pour la reconstruction allié du pouvoir, qui ont jeté un pavé dans la mare, créant ainsi la polémique. Comme pour tâter le terrain, il a laissé entendre que l'hypothèse d'un report des élections était sur la table. Autre ballon d'essai pour préparer l'opinion publique à un éventuel report annoncé par Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs. Elle affirme qu'au vu de la situation régionale instable, et je cite, « les conditions ne semblent pas réunies pour organiser le scrutin ». Donc le reportage de RFI, Hamid Lellou, est-ce que c'est la question aussi de est-ce qu'il y a un report de cette élection présidentielle est légitime, surtout dans un manque de débat, mais aussi on ne voit pas de plateau, on ne voit pas de candidats qui vont se présenter pour cette élection. La question se pose, on est à quelques mois de cette élection. Hier, on a entendu bien sûr la présidente de l'UCP, Zubaida Assoul, qui a annoncé donc sa candidature à cette élection. Hamid Lellou. C'est le langage utilisé par une agence de presse officielle est lamentable, c'est à la limite minable, c'est un langage de voyous et c'est condamnable. De deux, si les gens à l'extérieur s'intéressent à vous, s'intéressent à votre politique, s'intéressent à vos élections, même si elles sont truquées, c'est à votre avantage, c'est de bonne guerre. Au contraire, il faut l'accepter comme si les gens faisaient attention à vous. De trois, les élections en Algérie sont décidées d'avance dans un cadre huis clos entre personnalités courantes, influentes et qui décideraient d'un candidat. Numéro 4, comme vous l'avez bien rappelé, l'information a été fuitée par Ben Grina, par aussi Louisa Hanoun, et maintenant c'est Madame
Assoul qui souffle dans un autre sens en disant qu'elle confirme sa participation. Le problème avec ce genre de pratique, c'est que l'information, puisqu'il n'y a pas d'information réelle qui sort du pays, tout est informel, tout est téléguidé. Si Benguerina ou autres parlent à partir de l'Algérie et nous sortent des informations comme telles, ça veut dire qu'ils ont été autorisés. Plus que ça veut dire qu'on leur a donné le texte et on leur a dit d'annoncer une probable report d'élection ou confirmation d'élection ou autre information. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas distinguer entre l'info et l'intox. Donc, ça peut être une intox et dire plus tard, vous voyez les gens comme des chiens à ravager, ils crient au désastre et l'Algérie, elle est debout. Et comme contre vents et marées, nous organisons notre élection. Les autres, ce sont des ennemis de la nation. C'est pour ça qu'ils ne veulent que du mal. Maintenant, l'autre point essentiel qu'il faudra aussi mentionner, c'est que les élections, même s'ils ne disent rien maintenant, normalement, en théorie, c'est 3 mois avant les élections. Les élections, c'est en décembre, donc c'est au mois de juin. À partir du mois de juin, on devrait, au conditionnel, s'alarmer un petit peu du déroulement des élections ou pas. Mais avant ça, ils ne sont pas obligés de l'annoncer. Et enfin, un autre problème, c'est que je pense que c'est de l'intox, parce que si réellement les élections sont repoussées, ça veut dire qu'ils avouent qu'il y a une instabilité accrue et profonde au sein du régime. Parce que les élections sont reportées dans n'importe quel pays, que ce soit une démocratie ou pas, et encore plus dans des pays non démocrates comme l'Algérie où il n'y a pas de démocratie, où tout est, comment dirais-je, c'est de l'habillage. Ils vont tout faire pour que ça soit fait dans les temps. Rappelez-vous, quand l'élection d'avril 2019 a été annulée, c'était un signe que le Hirak était fort. Quand l'élection de juillet 2019 a été repoussée, c'est parce que le Hirak avait déstabilisé le régime. Alors si maintenant ils veulent repousser, et si vraiment ils le font, si vraiment, parce que moi c'est ça le cœur du problème, si vraiment les élections de décembre 2024 sont repoussées, ça veut dire que vraiment il y a un problème au sein du sérail, au sein du centre de décision, et c'est quelque chose de très, 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 très grave. Et maintenant, c'est ou bien c'est de l'information, et ils sont en train de nous dire que peut-être qu'il y aura ce report, ou bien c'est de l'intox, et à partir du mois de juin, tout va bien, rien à voir à circuler. Très bien. Et Hicham Aboud, comment peut-on lire donc, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Hamid Lellou quand on parle de report d'élection, quelle lecture peut-on faire? Est-ce qu'il y aura un report d'élection présidentielle en Algérie? Est-ce que c'est une manœuvre du pouvoir? Quelle est votre lecture très rapidement, Hicham Aboud? Je ne pense pas qu'on puisse parler de report alors que rien n'a été annoncé. Jusqu'ici, on s'en tient au calendrier officiel, à savoir les élections au mois de décembre de 2024. Je ne vois pas pourquoi je vais me disserter sur un report. Et puis, hier, il y a eu l'annonce d'une candidate qui a été complètement boudée, boycottée par la presse nationale, y compris le Maghrébien qui a emboîté le pas aux médias algériens pour ne pas parler de cette candidature qui va certainement peser, qui risque de brouiller toutes les cartes. Or là, on voit que tout le monde observe pas un seul journal, pas une seule télévision qui a parlé. C'est un événement. Vous avez une femme qui se porte candidat, qui est connue, qui est une avocate des Hirakis, qui elle-même est une Hirakis. Et voilà, c'est le boycott, c'est la candidature qui va gêner énormément. Voilà. Donc, je ne peux pas parler de report. Vous pensez que la candidature de Louisa Hanoun va gêner
énormément Hicham Aboud. Non, pas Luzahno, pas Luzahno. Ah, pardon, Zoubida Assoul, excusez-moi. non, واش بعد تسمع على الارض يا حبيبي واش بعد تسمع على الارض معليش يعني هشام عبود juste pour parce que vous avez parlé d'El Magharibia معليش أنا sincèrement je peux vous dire et je peux vous confirmer que presque chaque semaine j'envoie des messages à Zoubida Assoul, à Maître Zoubida Assoul, que je respecte, que nous respectons, qu'elle était souvent sur nos plateaux par rapport donc à à l'actualité algérienne, à la politique, ce qui se passe en Algérie, que souvent j'essaie d'inviter pour figurer donc parmi nos invités dans ces débats, mais malheureusement il y a eu toujours une réponse qui était négative je lance un appel par ce plateau, donc depuis ce plateau, que la porte est ouverte à Zoubida Assoul, Maître Zoubida Assoul, de participer à toutes les émissions, que ce soit en français ou en arabe, marhaba biha, et par rapport aussi à cette candidature que vous êtes en train de dire qu'elle peut gêner le pouvoir algérien. Hicham Aboud. Le problème de sa participation au débat de votre chaîne n'a rien à voir avec l'information à donner concernant sa candidature. Il fallait donner l'information, tout simplement. Et ça aurait pu faire même l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais l'inviter ou ne pas l'inviter, ça c'est notre paire de manches. Quant à sa candidature, effectivement, c'est une candidature qui va énormément gêner parce que Zoubida Assoul, tiens, je fais le même lapsus que toi. Voilà. On est match nul donc. Vous aimez le sport du football, on est match nul. Zoubida Assoul n'a jamais été dans le giron du pouvoir. Même en 2019, elle avait soutenu la candidature qui a énormément gêné les militaires, celle de Ali Erbili, qui est toujours en prison, qui a purgé ses 4 années de prison, et on a rajouté 2 autres moments où il devait quitter la prison, juste pour qu'il ne se porte pas candidat pour 2019, pour 2024. Donc, Zoubida Assoul, sa candidature, va gêner le pouvoir dans la mesure où elle va brouiller toutes les cartes. Si, imaginons que toutes les figures de proue du Hirak se mobilisent autour de la candidature de Zoubida Assoul, qui est la candidate du Hirak, la candidate du peuple. Elle ne vient pas derrière désignée par les décideurs pour jouer au lièvre. Non, imaginez que ce mouvement de Hirak, cette foule qui est sortie dans les rues, va supporter la candidature de Zoubida Assoul. Alors, mon ami, vous savez, elle va les obliger à reporter les élections pour qu'elles ne participent pas. Ni plus ni moins. C'est la seule solution pour eux. Sauf si le peuple, à ce moment-là, il va se montrer pour dire nous avons une candidate. C'est une candidate qui ne sort pas du giron du pouvoir. Maintenant, si certains cherchent à spéculer pour à chaque fois casser tout ce qu'on peut construire, eh bien, chapeau pour les casseurs, pour les nihilistes, pour qui rien ne va dans ce pays, tout le monde est pourri. Kelim Tabou a été insulté pendant le Hirak par des éléments télécommandés par les services de sécurité, ça on le sait. Quiconque lève le petit doigt pour contrer ce régime, on lui trouve quelque chose, et parfois quand ça sort même des rangs d'opposition, pour venir à trouver quelque chose sur l'accuser de rouler pour le pouvoir, de chercher à jouer le lièvre ou autre. Il y a des gens qui ne la connaissent même pas, Cette femme a payé le prix le plus lourd pour son opposition. On lui a incendié sa maison, on lui a rien laissé. Tout a été incendié, tout est parti en cendres. Ses bijoux, ses documents, ses habits, rien du tout. Tout a été incendié quand elle sortait, bien avant le Hirak, dans le cadre du mouvement Mouatana, qui a été créé en juin 2018, quand elle sortait, appelait les gens à manifester contre le pouvoir en place. Et d'ailleurs, c'était elle et Amira Bourabi qui on leur a incendié leur domicile. Et elles ne le disent pas. Ni Amira, ni Zoubida, personne ne l'a dit. Voilà, c'est la première fois qu'on l'annonce. Très très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud.
On va revenir bien sûr sur cette question qui est donc la candidature de Maître Zoubida Assoul à l'élection présidentielle. Et c'est important d'en parler, comme il est en train de le dire Hicham Aboud. Hicham Aboud, bien sûr, reste avec nous, mais je vais revenir à Montassar Abtouroun. Montassar Abtouroun, bien sûr, la situation en Algérie est très inquiétante à plusieurs échelles. Pas seulement la situation politique, mais aussi la situation économique que vit notre pays. On va revenir sur la situation aussi sur le volet diplomatique, mais la situation économique, il y a eu un rapport donc, qui a été sorti ces derniers jours, qui a classé l'Algérie presque parmi les derniers pays, donc à la 164e place parmi 176 pays. Et là, on va revenir donc pour en discuter juste après cette petite intro. On peut regarder ces images. Donc l'Algérie est dans la zone rouge, classée donc 164e à la place, donc 164e place, et on voit donc 176 pays. Et là, on peut voir donc la Corée du Nord, le Cuba, le Venezuela, le Soudan, le Zimbabwe. Donc voilà, on va juste regarder cette petite intro et je reviens à mes invités juste après. Donc, selon le think tank Héritage, qui avance donc les indices des libertés économiques, et comme je l'ai dit, a classé l'Algérie parmi les derniers pays dans une zone rouge. L'Algérie qui a été classée 164e, à la 164e place sur 176 pays. On parle bien sûr des indices de liberté économique. Montassar Abtouroun, la situation politique est difficile. On peut parler aussi de l'impasse politique que vit notre pays, mais aussi à l'échelle économique, la situation aussi est très difficile, non seulement pour notre pays, mais aussi pour le peuple algérien. Montassar Abtouroun. Oui, déjà, elle est difficile sur le plan régional, carrément. Mais pour nous, justement, quand on n'a pas de chiffres, quand on a des mensonges, des fois, on peut maintenant circuler et rien à dire. Quand un officiel me dit nous avons fait rentrer cette année 30 milliards de dollars de l'agriculture. Moi, si je compte, à mon sens, je suis pas fou, on n'a pas fait rentrer cette somme depuis 1962. Et puis, c'est des chiffres lancés à l'emporte-pièce. Bon, pas moyen de vérifier, pas moyen de clarifier. Donc, il n'y a pas d'information. Et maintenant, je pense que ce débat, justement, des élections, il a été... Parce que si on doit parler d'élections de fin de mandat, on va justement voir les bilans. Les 1500 milliards de dollars, toutes les promesses. Donc on nous rentre dans des polémiques où on ne peut rien saisir. D'ailleurs, depuis 1962 jusqu'à, c'est-à-dire 1962, et le problème de fond dans ce pays, c'est l'état-major de l'armée, l'EMG, quand ils ont coopté en 1962, ils ont coopté la constituante. Hélas, le peuple algérien n'a même pas élu une fois réellement ses représentants. Et puis, ils ont coopté une dominante sur 195, je pense, des militaires. Et depuis, ils ont mis Ben Bella, ils ont enlevé Ben Bella, et Boumediene est venu, et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours cette institution. Et je pense que cette question de report ou pas report est liée à ça, parce que avec déjà les 4 mandats de Bouteflika, disons le pouvoir réel, le pouvoir militaire, c'est pas clair. Il n'a pas de candidat, donc c'est ces disputes qui se reflètent dans pour le politique et propagande. Hicham a parlé de Rdiri. C'est scandaleux.
C'est scandaleux. 57e mois de prison. Et c'est un général, voilà, c'est un militaire, pour ne pas parler de civil, et il est venu, voilà, il a mal fait de dire, il veut être président, mais cette fois, lui, il voulait venir par les urnes, par le peuple, et pas par le trust de généraux qui désignent les présidents. Et voilà, il n'a pas de droit de cité. Donc, il n'y a pas de climat de présidentielle. Et puis, ces élections, y a-t-il eu réellement élection présidentielle? Moi, je dis le président d'État. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un président de République. Il y a un Israël élu légitimement par le peuple. Et ils sont très mal élus. Les chiffres déjà qui sont bas de la participation ont été gonflés. On le sait. Et maintenant, comment on va, justement, voilà ce qui m'inquiète. Comment on va mettre ce peuple pour qu'il lise? Il y lise. Il n'a jamais fait, il connaît le jeu. D'ailleurs, ça, c'est des problèmes de fond. On avait souhaité que ce mandat de Tebboune soit, disons pas un mandat légitime, mais que ce pouvoir le considère comme une période de transition. Alors, quand vous dites, on n'est pas prêt, etc., il faut toujours une préparation. Mais ce n'est pas le cas. On continue dans la même dérive. Je ne sais pas. Ils ont diabolisé. Je me souviens, avant pour le 5e mandat, ils ont ramené des malades pour faire passer Bouteflika. واحد جاي النهار يصوروا فيه ركب سنة تاع ذهب دي فو. On les a vus à la télévision, des fous. Bien sûr qu'on n'annonce pas la candidature d'Assoul, parce que Assoul, c'est une femme qui pense, qui lutte, etc. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, elle est valable, elle a une idée, elle défend des principes. Ils nous ont ramené des gens malades pour que le peuple dise Ya Rabbi, نديروا Bouteflika يكمل ميت, et pas ça. Donc ils ont décrédibilisé. Ils ont sali la fonction présidentielle. Et maintenant, donc, on a tout ce brouillard, bon ça craint. Et voilà, et quand il n'y a pas un pouvoir qui s'assume, on parle pas via APS, comme ils l'ont fait déjà avec la chaîne Nahar concernant le Qatari, etc. Il y a beaucoup de trucs très graves qui se passent. Que ce soit diplomatique, politique. Restez avec nous, on va revenir sur le volet diplomatique avec vous aussi. Montassar Abdroul. ابقى معنا Montassar Abdroul. Reste avec nous. Hamid Lellou, rien ne fonctionne dans cette Algérie nouvelle. On a parlé de la situation de nos médias, mais aussi de la situation politique, la situation économique aussi. Donc ce think tank héritage qui est américain, Hamid Lellou, il parle donc des indices des libertés économiques, et dans son dernier rapport, il classe l'Algérie à la 164e place sur 176 pays, dans une zone rouge par rapport donc aux indices des libertés économiques. Quelle est votre réaction donc par rapport à ce dernier rapport, Hamid Lellou? C'est un rapport très important, d'autant plus que ça coïncide avec la 7e conférence ministérielle ou bien présidentielle sur les gaz, c'est les exportateurs de gaz. Vite fait, mais en 10 secondes, j'aimerais faire un commentaire sur ce que notre ami Hicham avait dit. Moi, je suis pas d'accord. Madame Assoul, aussi bien soit-elle, aussi honnête soit-elle, elle n'est pas la représentante du Hirak. Le Hirak a dit ما فيش انتخابات مع العصابات. Donc Hirak, ça n'a rien à voir avec les élections. Il ne faut pas mélanger les choses. Les élections qui sont truquées, organisées par ce régime voyou, que ce soit Assoul ou autre, ils ne représentent personne. Ça, c'est un. Maintenant, en ce qui concerne l'économie, effectivement, il faut mentionner que ce Heritage Foundation est un organisme conservateur, c'est-à-dire, quand on dit libéral et conservateur, c'est-à-dire fiscalement, ils sont conservateurs, ils sont contre les dépenses excessives du gouvernement, les dépenses inutiles, et ils essayent d'être très regardants là-dessus. Il est intéressant de voir que l'Algérie est classée 164 parmi 181 pays à peu près, et 176. Ceux qui étaient classés 178, quelque chose comme ça, 76, ceux qui étaient classés pire, ce sont les pays qui ont
qui ont subi comment dirais-je, des sanctions économiques importantes, qui ont vécu des guerres fratricides. Et l'Algérie, soi-disant, on est en paix, on n'a pas de sanctions, on n'a rien du tout, on a tout ce pétrole et ce gaz, et malgré ça, on est classé parmi les derniers. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est intéressant de voir que, et je vais ouvrir une parenthèse par rapport à notre ami Montasser d'Alger, qui disait qu'on n'a pas de chiffres. Effectivement, on n'a pas de chiffres à partir de l'Algérie, mais on peut se relier aux chiffres qui sont donnés par un think tank comme celui-là, parce qu'eux, ils trouvent les chiffres au niveau de la Banque mondiale et du FMI, parce que ces institutions travaillent avec l'administration algérienne, et pour que l'Algérie reçoive des crédits ou fasse de l'investissement dans le développement, il faut qu'ils fournissent quelques chiffres, même si c'est un minimum. Donc, basé sur ces chiffres, ce que cette fondation a fait, pour que le public comprenne comment on est arrivé à ce classement de 164, et au fait, on a fait une moyenne par rapport à une quinzaine d'indicateurs. Ce sont des indicateurs qui sont, comme on appelle, des indicateurs socio-économiques. Et sur 100, l'Algérie a eu à peu près 43%, 43,9%. Et les indicateurs sont les droits de propriété, l'intégrité gouvernementale, le système judiciaire, la fiscalité de la santé, la liberté d'investissement, la liberté fiscale, la liberté monétaire, le fardeau fiscal, les dépenses gouvernementales, liberté du business, liberté de travail et liberté commerciale. Ils ont pris tous ces indicateurs et là, l'Algérie était classée, par exemple, il faut donner quand les points sont positifs. En ce qui concerne les dépenses gouvernementales, la liberté de travail, l'Algérie a eu quand même une moyenne entre 51 et 54, ce qui est au-dessus de la moyenne. Mais le reste, par exemple, le droit de propriété, l'investissement, le système judiciaire, là, c'est la catastrophe. C'est entre 13,8 et 30, c'est-à-dire 0,3. Ça, c'est grave. Et c'est ce qui fait que l'Algérie est classée parmi les pays qui sont les plus répressifs économiquement. D'un côté, on nous dit que nous avons un PIB qui se monte à 250 milliards de dollars. Ils ont même eu le culot d'inclure des chiffres informels. Et ça s'est jamais vu. En général, on prend l'économie formelle et on base le PIB là-dessus. Mais le gouvernement algérien, ou plutôt le régime algérien, a inclus 50 milliards de dollars qui sont dus à l'informel. Et pourtant, avec un chiffre aussi astronomique, plus gros que n'importe quel pays de la région, eh ben, l'Algérie ne peut pas attirer et n'a pas pu attirer plus de 800 millions, pas milliards, millions de dollars d'investissement direct. Et ça, c'est très, très, très grave. Non seulement nous n'avons pas... la question, Hamid Lello, parce que vous avez parlé des critères, vous avez mentionné aussi le système judiciaire en Algérie, et là, bien sûr, la question se pose par rapport donc à ce système judiciaire, par rapport aux libertés en Algérie. Et là, on rappelle aussi l'information qui a été véhiculée que SOS Disparus, donc cette association qui défend donc les disparus des années 90, a été interdite d'organiser une conférence à Alger. Il y avait même des membres qui ont été arrêtés par les services de sécurité. Votre réaction, Hamid Lello? Alors, c'est bien de mentionner ce point, mais c'est important aussi pour le public qu'ils comprennent que les critères qui sont utilisés pour ce classement, le système judiciaire, il n'est pas limité à la liberté d'expression, aux droits de l'homme. Peut-être qu'ils vont regarder un petit peu là-dessus parce que c'est un élément qui est très, très important. Ça dénote de la santé comment dirais-je, sociale du pays, c'est très important, mais plus important pour eux, ils regardent le système judiciaire par rapport à l'investissement. C'est-à-dire que moi, si je suis un étranger et je vais investir en Algérie, ou même si je suis un Algérien et je vais investir, il faut que j'ai le système judiciaire de mon côté. Le problème en Algérie, par exemple, il y avait une conférence sur l'investissement dans les énergies vertes.
Et ce qui a été recommandé aux étrangers, c'est qu'on leur a dit, si vous voulez investir en Algérie, vous avez besoin de Wasta. Sans Wasta, vous ne pouvez rien faire. Et le Wasta, c'est quelque chose de très, très grave. C'est ce que recommandent beaucoup d'experts étrangers en Europe et aux États-Unis. On recommande d'avoir un Wasta. Nazar, par exemple, on le connaît très bien, c'est un des plus grands Wasta d'Algérie qui a ouvert des portes à des investisseurs, mais qui a aussi été capable de fermer les mêmes portes. Et c'est ça qui fait mal à l'économie algérienne, aussi bien l'investissement interne comme l'investissement externe. Si vous n'êtes pas sûr que votre argent, vous allez le récupérer, vous n'êtes pas sûr que vous aurez une protection sur vos propriétés, vous n'êtes pas sûr que vous n'allez pas être triché et qu'on va vous extirper vos ressources à travers la justice de manière légale, parce que votre concurrent à la justice de son côté, vous perdez tout. Vous n'êtes pas capable non plus de faire exporter vos gains, c'est-à-dire les plus-values ou bien les dividendes, et les exporter ailleurs pour que vous récupériez vos bénéfices. C'est ça, ce sont les critères qui sont utilisés par ce think tank pour évaluer la position économique de l'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellouf. On va entamer donc le dernier sujet de notre émission, la visite de Shingiriha au Rwanda. Shingiriha a-t-il provoqué une crise diplomatique avec le Congo? On regarde cette intro. Donc, on va revenir sur cette dernière sortie de Shingiriha, mais aussi cette convocation au Congo démocrate de l'ambassadeur algérien, par rapport à cette dernière visite de Shingiriha, le chef d'état-major au Rwanda. On va écouter les déclarations qu'a faites donc Shingiriha au Rwanda, et je reviens juste après. من هذا المنطلق كانت الجزائر ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار. L'Algérie, bien entendu, comme le Rwanda, a souffert de beaucoup de massacres, beaucoup d'actes criminels, que ce soit faits par les différents occupants ou par le terrorisme aveugle. Ce que je recommande au peuple ami du Rwanda, c'est de s'unir tous contre les tragiques événements du passé. Ne pas oublier le passé, mais en tirer des leçons. Et il faut que la fraternité doit unir tout le peuple rwandais. Donc ça, c'était les déclarations du chef d'état-major Saïd Shingiriha. Hicham Aboud, qu'est-ce qui a poussé donc le chef d'état-major à faire ce genre de déclaration qui a fâché le Congo démocratique et ce dernier a convoqué l'ambassadeur algérien à Kinshasa. Votre réaction, mais bien sûr, on va essayer de revenir sur ce volet diplomatique des revers, et cette Algérie nouvelle, elle est en train de connaître que des revers en termes diplomatiques. Vous avez aussi publié sur Atalayal, donc Joe Biden choisit Monsieur Sahara ambassadeur à Alger. On va aussi parler de cette information. Mais commençons d'abord par ces déclarations de Saïd Shingiriha qui a fâché donc le Congo démocratique. Hicham Aboud. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de juste répliquer amicalement à mon ami Hamid Lellouf au sujet du boycott et de la participation. Dire que ce n'est pas l'attentat du Hirak,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui trouver comme qualificatif. Cette femme, elle est parmi les instigateurs de l'Irak. Hein? Deuxièmement, dire que l'Irak, il dit pas d'intikhabat mal hisabat, donc on va encore laisser faire, et ça va être 5 ans, et encore 5 ans, et encore 5 ans, et on refuse de voter. C'est ça la meilleure manière de laisser la voie libre aux décideurs de l'ombre de nous imposer leur candidat. Ceci dit, c'est un autre débat. J'espère qu'on aura l'occasion. C'est un débat très intéressant, Hicham Aboud. On va y revenir. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la visite de Shingriha et ce qu'elle a suscité comme réaction chez nos amis congolais, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Algérie fait fausse route sur toute la ligne. Un chef d'état-major, dont la mission est opérationnelle, n'a pas à faire de déclarations publiques, et encore moins de déclarations politiques. Et lorsqu'il se déplace à l'étranger, ces déplacements ne doivent pas être rendus publics. On n'a jamais rendu public les déplacements des chefs d'état-major de n'importe quel pays dans le monde, y compris en Algérie. On ne l'a jamais fait. On n'a jamais fait ça. Uniquement avec Shingriha. On annonce une partie par-ci, par-là. C'est-à-dire que pour Gaël Salah, on annonçait ses déplacements à l'étranger en qualité de vice-ministre de la Défense qui est un poste politique. Par contre, en tant que chef d'état-major, on n'a pas à en parler. Et le comble, c'est que l'Algérie est tombée si bas que pour la première fois dans l'histoire contemporaine des nations, un État, loin de l'Algérie, qui se mêle des relations de l'armée algérienne avec d'autres armées du monde. En quoi ça regarde le Congo de demander des explications à l'ambassadeur d'Algérie sur la visite du chef de l'état-major d'armée algérienne au Rwanda? Normalement, l'Algérie aurait dû réagir sévèrement et remettre à sa place ce vice-premier ministre congolais. Malheureusement, l'Algérie n'est plus ce qu'elle était. L'Algérie d'aujourd'hui fait profil bas partout. Et d'ailleurs, c'est un pays qui est complètement isolé sur la scène internationale. Après le Mali qui convoque l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, et à bon escient en tous les cas, c'est juste puisque le président algérien reçoit un imam de Bamako qui fait un petit peu dans le politique sans consulter les autorités maliennes. C'est de l'ingérence dans les affaires étrangères, dans les affaires maliennes, surtout que l'instigateur de la rencontre, de l'audience accordée par Tebboune à l'imam Diko s'est fait sur instigation du patron de la sécurité extérieure qui a eu le toupet d'assister à l'audience et de se montrer à la télévision. Mais regardez où on en est aujourd'hui. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Et lorsque le Congo convoque l'ambassadeur d'Algérie à Kinshasa, silence, mentus et bouche cousue, on ne réagit pas, on ne dit rien. Même la presse algérienne qui est aux ordres, évidemment, elle ne réagit pas, elle ne dit pas un mot. Et ces fameux chroniqueurs ou ces intervenants dans l'APS, on ne les voit pas réagir. Vous savez que c'est une honte pour un pays de se faire convoquer son ambassadeur pour lui demander des explications sur la visite d'un chef d'état-major de l'armée. Ça ne vous regarde plus, monsieur. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde peut se le permettre. D'ailleurs, on voit que même l'ambassadrice des États-Unis, Madame Elisabeth Aubin-Moore, non seulement celle-là, elle joue au gouverneur d'Algérie, puisqu'elle se permet de toquer à la porte du chef d'état-major de l'armée quand elle veut, elle se fait recevoir par Tebboune comme elle veut, elle se fait inviter chez le patron de la police quelques heures après son installation, elle va faire la tournée dans les wilayats, elle connaît les wilayats d'Algérie beaucoup mieux que Tebboune et ses ministres. Écoutez, mais on ne
ne réagit pas. Personne ne lui dit, Madame, ce n'est pas votre rôle d'ambassadrice. Si tous les ambassadeurs du monde s'amuseraient à faire ce que fait l'ambassadrice des États-Unis, ce sera la foire en Algérie. Aucun ambassadeur dans le monde le fait. Est-ce que l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie ou au Maroc ou en France ou ailleurs se permet d'aller voir le chef d'état-major de l'armée, le patron de la police, une chaîne de télévision qui s'est faite tirer les oreilles par l'instance de contrôle de l'audiovisuel? Personne ne le fait. Et l'Algérie fait toujours profil bas. Quand je dis l'Algérie, ce n'est pas notre Algérie à nous. C'est l'Algérie du gang du pouvoir. C'est l'Algérie des voyous qui se font remonter les bretelles à chaque coin de rue et qui aujourd'hui sont isolés. Et voilà, on cherche du côté du Rwanda, du côté de la Sierra Leone, du côté du Soudan, parce qu'au moment où les gens constituent des alliances avec des États forts. Très bien. Juste pour apporter de l'eau à votre moulin, Hicham Aboud, et que Mahmoud Dicko, donc l'imam, il a été invité pendant l'inauguration donc de la grande mosquée d'Alger, une autre fois. Montassar Abtourou, cette dernière sortie, cette dernière crise avec le Congo, le chef d'état-major qui se déplace au Rwanda, qui fait des déclarations là-bas, qui a fait fâcher donc le Congo démocratique parce que le Congo démocratique était en guerre avec le Rwanda. Comment peut-on lire donc cette dernière, si on peut dire, crise diplomatique avec le Congo démocratique? Franchement, je suis médusé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la réaction du Congo, mais je ne comprends pas aussi le chef d'état-major de l'armée qui appelle à la fraternisation. Même si c'est un ministre des Affaires religieuses, je ne sais pas imaginer qu'un chef d'état-major d'une armée étrangère nous appelle, nous, Algériens, à fraterniser entre eux. Je ne comprends pas le propos. Je me souviens quand Sidi Khder Bourga, quand il a parlé de ses voyages de Gaïd Salah à l'époque aux Émirats, etc., il a été carrément enlevé et emprisonné. Que je n'ai rien à redire. Pour ces raisons, je pense, à mon humble avis, que c'est des questions. Bon, à la limite, il faut être ministre des Affaires étrangères pour parler de ces questions. Et quand on est un chef d'état-major, on va, comme il a dit, dans des missions secrètes, pour des armes, c'est pas des trucs qu'on communique. Montassar Abtourou? Désolé. On a un petit souci de connexion avec Montassar Abtourou. On l'a perdu. On est en train de me dire à nos amis de la régie. Hamid Lellou, sur la même question, donc vous avez entendu donc l'analyse de Hicham Aboud qui a rappelé donc les fonctions du chef d'état-major Saïd Chingriha, qui s'est donc mêlé, si on peut dire, donc à ce volet diplomatique. Il a fait des déclarations là-bas qui a fait fâcher donc le Congo démocratique, mais aussi l'Algérie n'est plus l'Algérie d'avant sur le plan démocratique. On a des problèmes presque avec tout le monde et personne ne respecte cette Algérie nouvelle. Hamid Lellou. Non, mais la lecture de Hicham, elle est plutôt bien faite. Je suis d'accord sur pas mal de points, mais je me fais à mon tour le plaisir de réagir amicalement sur 2 points. Le premier par rapport aux élections. Moi, j'ai dit boycotter les élections, mais les boycotter de manière, c'est-à-dire active, non pas passive, juste refuser les élections, mais faire autre chose. Bon, passons, c'est un autre sujet, on aura un débat. Par contre, par rapport à la visite du Rwanda, beaucoup de ce qui a été dit par vos 2 invités, ils ont touché en plein mille, sauf il y a 2 détails sur lesquels j'aimerais réagir. Un,
que l'Algérie essaye de développer des relations avec un pays lointain comme le Rwanda, celui qui leur a donné cette idée, une fois encore je le dis, c'est une idée de génie. Dans les relations internationales, on appelle ça la théorie de l'incrémentalisation des relations. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous et que vous avez des problèmes autour de vos frontières, c'est de bonne guerre d'aller au-delà de vos frontières, c'est-à-dire aller derrière les lignes de votre ennemi. Si on parle en termes militaires, dans un champ militaire, vous allez derrière les lignes de l'ennemi. Donc, ce que l'Algérie fait en allant vers le Rwanda, ou bien la Tanzanie, ou bien le Mozambique, ça, c'est pas une mauvaise chose, au contraire. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que c'est un travail de chef de la diplomatie de faire ça, c'est pas au chef d'état-major, je suis tout à fait d'accord, il n'a pas à faire ce genre de déclaration, d'autant plus qu'il ne maîtrise pas l'histoire. Ce qui s'est passé au Rwanda n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Algérie. L'Algérie, nous avons vécu un terrorisme aveugle, ce sont des Algériens qui se sont entretenus. Des part et d'autre, nous avons des voyous, des imbéciles qui ont cru qu'ils pouvaient se battre pour récupérer l'Algérie. Ça, c'est un. Du côté du Rwanda, c'est autre chose. C'était un génocide d'une ethnie majoritaire, les Hutus, contre une minorité Tutsi. Et le problème avec ça, c'est que la majorité Hutu, qui est encore majoritaire au Rwanda, mais qui a perdu le pouvoir, ils ont une grande partie qui habite du côté du Congo, dans le Kivu du Nord, qui est très, très riche en ressources naturelles. Tout ce qu'on trouve dans les cellulaires, dans les batteries, etc., ça se trouve là-bas. Maintenant, le Rwanda prend une revanche. Il est en train de soutenir cette rébellion M23 qui est basée au Congo, parce que aussi ça les aide économiquement avec ce trafic. Ils peuvent récupérer une bonne partie de ces ressources pour reconstruire leur pays. D'ailleurs, ils le font très, très, très bien. Maintenant, est-ce que Shingriha a le droit d'aller au Rwanda? Absolument. Est-ce qu'il a le droit de faire des déclarations publiques comme celle-là? Absolument pas. C'est des choses, en tant que militaire, il fallait que ça soit dans le privé. Très bien. Je pense qu'on a avec nous Montassar Abtouroun est de retour. Montassar Abtouroun, est-ce que vous m'entendez? Montassar Abtouroun? Est-ce que vous êtes avec nous, Montassar Abtouroun? Allez, je pense qu'on a un petit souci de connexion avec Montassar Abtouroun depuis Alger. Hicham Aboud, vous avez parlé donc de l'activité aussi, de la situation de notre diplomatie. On a des problèmes bien sûr avec le Maroc, le voisin, mais aussi avec l'Espagne, la France, les Émirats arabes unis. On l'a vu dernièrement dans plusieurs déclarations donc des personnalités algériennes, mais aussi dans des titres dans la presse. On a aussi des problèmes avec l'Arabie saoudite. Donc, on est champion dans cette nouvelle Algérie d'avoir les problèmes avec presque tout le monde, Hicham Aboud, mais aussi le rappel que vous avez fait par rapport à l'activité de l'ambassadrice américaine qui, elle, a visité, vous l'avez rappelé, plus de 22 wilayas, alors que Al-Majid Tebboune a visité, je pense, deux wilayas. Le titre dont vous avez parlé, cette nomination peut-être du sous-secrétaire d'État américain Joshua Harris à la place donc de Elizabeth Moore-Aubin. Qu'est-ce que cela représente donc si cette nomination aura lieu donc de Joshua Harris, d'après vous? D'abord, pour ce qui est des relations algériennes avec l'étranger, elles reflètent la mentalité militaire du va-t-en-guerre. On déclare la guerre avec tout le monde. On ne sait plus faire de la politique, on ne sait plus faire de la diplomatie. Savez-vous que beaucoup de consulats algériens ont aujourd'hui à leur tête des colonels de la DGDSE? Ce ne sont pas des diplomates, ce sont des militaires. Quand bien même certains d'entre eux sont des universitaires, sont diplômés, mais ils reçoivent des ordres.
Tant qu'ils reçoivent des ordres, ils ne peuvent plus faire de diplomatie, ces gens-là. Attaf lui-même ne fait qu'exécuter les ordres des militaires. Donc, il n'y a plus de diplomatie. L'Algérie, d'abord, est une grande caserne où tout se fait sur ordre, où il n'y a plus de débat, plus de droit, il y a exécute et tais-toi. Donc, ça se répercute sur la vie diplomatique et voilà où nous en sommes. Nous nous sommes fâchés avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso, l'Espagne, la France, le Maroc, tous les pays arabes, avec la Russie, avec la Chine. La Russie, tout récemment, vient de recevoir une gifle. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui vient du Rio de Janeiro, où il participait au sommet, à la réunion du G20, au lieu de faire escale à Alger, la capitale du pays qui a une amitié historique avec la Russie et l'ex-URSS, eh bien, il fait escale à Darbé, à Casablanca, au Maroc. Le Maroc n'a jamais été l'ami de la Russie. Le Maroc, ça a toujours été l'ami et l'allié des États-Unis. Pourquoi il va atterrir à Casablanca et pas à Alger? Eh bien, parce que la Russie est fâchée contre Alger, qui a boycotté la réunion, le forum russo-arabe qui s'est tenu au mois de décembre, le 19 décembre, à Marrakech. Pourquoi boycotter cette réunion alors que l'Algérie est le pays arabe qui est le plus ami avec la Russie et c'est le premier client d'armement de la Russie. Chaque année, on achète un coup de milliards de dollars d'armement à la Russie. Après, voilà où on en est aujourd'hui. La Russie n'a même pas voulu aider l'Algérie à adhérer au BRICS. De toute façon, l'histoire du BRICS, c'est notre histoire, parce que n'y entre pas qui veut. Ça, maintenant, pour revenir à nos relations avec les États-Unis et cette désignation de Joshua. Pourquoi le titre Hicham Aboud, votre titre Joe Biden choisit Monsieur Sahara, donc ambassadeur à Alger. Pourquoi Monsieur Sahara? Oui, on l'appelle Monsieur Sahara parce que cependant, c'est lui qui maîtrise le dossier du Sahara aux États-Unis. N'oublie pas qu'il est vice-secrétaire d'État chargé de l'Afrique du Nord. Et pour les Américains, Afrique du Nord, ça veut dire Algérie, Maroc. Et ce monsieur est venu au mois de septembre et au mois de décembre 2023, justement pour la question du Sahara. Et il a fini par dire qu'il faudrait que le conflit algéro-marocain se termine, sans citer le Polisario. Et pourtant, il a été, au cours des 2 visites, il s'était rendu à Tindouf où il a rencontré les gens du Polisario. Et puis, depuis, plus rien. Pour lui, le Polisario... Hicham Aboud, est-ce que je suis en train de comprendre, donc après vos déclarations, que les Américains veulent réconcilier donc l'Algérie et le Maroc par rapport à la question du Sahara? Absolument. Il force les Algériens à réviser leur situation, leur position vis-à-vis du Maroc, parce que les Américains, ça ne les arrange pas d'avoir en Afrique du Nord un point chaud. Les Américains veulent investir en Afrique du Nord en étant à l'aise. Et n'oublie pas que les Américains, chaque année, ils font des manœuvres militaires en Afrique du Nord, aux frontières algériennes, des manœuvres auxquelles prennent part beaucoup de pays africains, y compris la Tunisie, y compris d'autres pays européens, mais pas l'Algérie. Et tout se passe à la frontière algérienne. Ils auraient bien aimé que l'Algérie fasse partie de ces manœuvres parce que ça englobe tout le monde. D'autre part, les Américains reconnaissent la marocanité du Sahara. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à discuter. Et pour eux, il faudrait en finir. Parce que la question du Polisario pour les États-Unis, c'est une question qui n'a plus de raison d'être. C'est ce que dit M. Sahara. Hein, c'est M. Joshua qui dit qu'il est temps. D'ailleurs, il est venu en Algérie. Il sera nommé en Algérie. Il attend juste
l'aval du Congrès, du Sénat, et il ne va pas venir en Algérie pour s'amuser. Si on désigne le vice-secrétaire d'État adjoint en charge de l'Afrique du Nord, on donne beaucoup d'importance à ce poste à Alger. On lui donne beaucoup d'importance. Et pourquoi on donne de l'importance? C'est justement à cause de ce conflit. Très bien. Et là, on peut voir aussi ce titre de Khabar, Washington ترشح مساعد بلينكين لمنصب السفير الأمريكي في الجزائر. Mais aussi, on va revenir sur le titre. Votre titre, donc, à Atalaya, Joe Biden choisit Monsieur Sahara, ambassadeur à Alger. On l'appelle ainsi, et le Khabar n'ose pas le dire. Le Khabar n'ose pas dire que ce monsieur est un expert de l'affaire du Sahara. Le Khabar n'ose pas dire que ce monsieur est désigné et nommé à Alger pour régler le problème entre l'Algérie et le Maroc sans tenir compte du Polisario. Et je dis ça en me référant à sa dernière déclaration faite au mois de décembre. Moi, je suis l'actualité, mon ami. Moi, je n'écris pas n'importe quoi. Très bien. خلينا هشام عبود, on va donner juste la parole à Hamid Lello qui est à Washington. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lello, bien sûr, si cette nomination donc qui est Joshua Harris, sous-secrétaire d'État américain, donc chargé de l'Afrique du Nord, s'il est nommé donc et accepté comme ambassadeur américain à Alger, quelle lecture peut-on faire? Vous avez entendu l'analyse de Hicham Aboud. Votre lecture, vous êtes à Washington, donc qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lello? Oui, je suis d'accord avec Si Aboud sur sa dernière analyse. Effectivement, Joshua Harris est non seulement c'est le sous-secrétaire d'État spécialisé pour les affaires de l'Afrique du Nord, et l'Égypte. L'Égypte ne faisant pas partie de l'Afrique du Nord, ils ont inclus aussi l'Égypte. Et il est aussi surtout conseiller à la sécurité. Donc il a cette casquette, cette double casquette. Il n'est pas seulement pour les affaires de l'Afrique du Nord, mais aussi pour la sécurité dans la région africaine et nord-africaine en particulier. Maintenant, s'il est nommé, l'évolution, la position américaine par rapport au Sahara occidental a évolué. De sa position d'avant qui était de supporter la résolution des Nations Unies quant à l'autodétermination du peuple sahraoui. De là, ils ont évolué à supporter la proposition marocaine qui propose maintenant l'autonomie des Sahraouis. Et qu'est-ce que ça veut dire autonomie? Ça veut dire que les Sahraouis vont prendre leur destinée politique, socio-économique sur le territoire, et les affaires militaires et les affaires étrangères reviendraient au palais. Donc c'est ça l'autonomie qui est proposée par les Marocains. Moi, pire encore, j'irai même plus loin dans l'analyse en disant que ce que je prévois dans un futur proche, ce que les Marocains se sentant les ailes, monter les ailes et se sentant en position de force, ils vont même oublier cette proposition d'autonomie. Ils vont dire aux Sahraouis, allez voir ailleurs. Il n'y aura ni autonomie, ni autodétermination. Ça va être le Maroc et on arrête là. Maintenant, on peut débattre de ce sujet, mais ce n'est pas les quelques minutes qui nous restent qui vont nous permettre de parler de ça. Mais là où je suis aussi d'accord, et c'est un sujet tabou en Algérie, moi, je ne suis pas pour les positions marocaines, loin de là. Je ne suis pas pour les positions algériennes qui sont aveugles, loin de là. Mais je suis d'accord aussi sur un détail qui est tabou. Le problème, c'est un problème entre l'Algérie et le Maroc avant d'être un problème sahraoui, parce que je vous renvoie à l'accord qui a été signé entre Boumedienne et Hassan II en 1973, où ils sont arrangés pour exploiter Raj Bilat, qui appartient à l'Algérie, et faire acheminer la production à travers le Sahara. Et il y a aussi une autre réunion historique en 71-72 à Port-Étienne, qui maintenant est Nouadhibou, entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie, avant même le départ des Espagnols. Et là aussi, ça revient un petit peu à l'hypocrisie historique, le Maroc qui réclame la totalité, alors qu'à ce moment-là, ils avaient
ils étaient d'accord pour partager le Sahara entre eux et les Mauritaniens. Jusqu'en 81, les Mauritaniens occupaient Dakhla, ils occupaient Gargarat, Birgendouz et toute cette région. Donc, à peu près la moitié du Sahara était occupée par les Mauritaniens avec l'accord des Marocains. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hamid Lellou. C'est un débat, bien sûr, qui est très intéressant et on va y revenir sur cette question qui est très pertinente par rapport donc à ce conflit qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, on peut dire la crise diplomatique qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Je remercie mes invités, Hicham Aboud qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci Hicham Aboud. Je rappelle que vous êtes journaliste, militant politique. Barakallahu fik. Merci aussi à notre ami Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à Montassar Abtroun, écrivain, journaliste et historien. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha.